Levez-vous. La cour. Tout est à faire. Donc ça, c'est les infractions dont vous serez amené à vous expliquer tout à l'heure dans le tribunal correctionnel. On a des réquisitions qui durent 2 heures pour 30 prévenus. Récit de justice. Qu'on nous dise exactement, si ce n'est pas le taser, qu'est-ce qui a tué notre fils. Un podcast de Tessa Groman. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé et je crois que je vais mettre un petit peu de temps avant de me remettre. Épisode 5. Les valises, la robe et le parquet. Oui, bonjour, Tessa Groman. Oui, c'est au deuxième. Ok. Je suis à Vincennes, tout près de Paris. Et là, je vais voir Maître Laura Thémin, avocate pénaliste au barreau du Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, c'est là où se trouve l'aéroport d'Orly, très impacté par le phénomène des mules. Dans mon bagage, je n'avais rien de particulier. Ces passagers qui transportent de la cocaïne pour le compte de trafiquants de drogue. Non, venez, on va vérifier ça avec le rayon X. Et donc, Laura Thémin défend régulièrement des mules, au point d'en avoir fait un combat contre les peines auxquelles elles sont condamnées. Mesdames et messieurs, j'affirme aujourd'hui que les magistrats violent le principe d'individualisation des peines. Des peines inadaptées et parfois sévères pour des personnes qu'elles considèrent plutôt victimes que coupables. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, bien. Je me pose là ? Là, je suis au cabinet de Maître Thémin. Un appartement au style parisien, sans prétention, une petite pièce avec un parquet, une cheminée, une table en verre et 2 fenêtres qui donnent sur la rue. Je peux vous laisser patienter 5 minutes, je finis juste. Aujourd'hui, je viens la voir pour rencontrer une de ses clientes qui va être jugée pour le transport de 10 kilos de cocaïne de Fort-de-France à Orly. Une route de plus en plus fréquentée par les trafiquants de drogue. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'hebdo dédié aux territoires ultramarins. À la une, les saisies spectaculaires de stupéfiants explosent aux Antilles. Cette semaine, à Fort-de-France, serait à l'origine du démantèlement de ce trafic de cocaïne entre la Martinique et la France. Plus de 28 tonnes ont été saisies l'année dernière au large des Antilles. Avec environ 30 tonnes de cocaïne interceptées au large de la Martinique, l'année 2025 va déjà... D'accord. Retour au cabinet de Maître Thémin. On est le 13 octobre 2025 et aujourd'hui, Lucia, on va l'appeler comme ça, rencontre son avocate. Elle va préparer son procès en appel où elle risque une lourde condamnation. Et moi, fait rare, je vais pouvoir écouter leur entretien avant d'assister au dénouement de l'affaire au Palais de justice de Paris, 7 jours plus tard. L'enquête. Comment Lucia s'est-elle retrouvée devant la justice ? On est le 1er mars 2024. L'enquête commence par un renseignement donné à la police. Une femme, qu'on va appeler Mélodie, se vanterait de transporter de la cocaïne. Les policiers font des recherches et découvrent que Mélodie a voyagé plusieurs fois au Brésil et qu'elle prévoit d'aller fin mars en Martinique avec une autre passagère qui, elle, a fait 3 allers-retours en Guyane. Que des destinations situées sur la route du trafic de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Hexagone. Pour l'instant, Lucia n'est pas dans la boucle, mais ça va venir. Les enquêteurs surveillent Mélodie. À son retour de Martinique, elle remet 4 valises à un homme. La police le place sous surveillance et s'aperçoit qu'il rend régulièrement visite à un individu connu pour des affaires de trafic de stupéfiants. C'est maintenant que Lucia et son petit ami entrent dans la danse. À la fin du mois de mai, ils s'envolent pour Fort-de-France avec Mélodie. Lucia et son compagnon passent 6 jours en Martinique et reviennent avec 2 grosses valises. Tout ça, toujours sous la surveillance de la police, qui ne fait rien. Les enquêteurs attendent le retour de Mélodie, qui elle est encore en Martinique, pour agir. Elle rentre le 25 juin 2024 avec une autre complice et 6 valises. Et là, coup de filet, tout le monde est interpellé. Dans les valises de Mélodie et de sa complice, les policiers trouvent 29 kilos de cocaïne répartis en pains de 1,2 kg. Au domicile des autres, on trouve de la cocaïne et du cash, dont 9 000 € chez Lucia et son petit ami. Pendant sa garde à vue, Lucia nie sa participation au trafic. Son petit ami avoue en partie et la couvre. Tout le monde est mis en examen pour trafic de drogue et placé en détention provisoire. Lucia reste 3 mois en prison, puis est placée sous contrôle judiciaire. La procédure. Le 13 novembre 2024, tous les prévenus comparaissent devant la 10e chambre du tribunal correctionnel d'Évry. Chaque prévenu avec son avocat. Leur stratégie de défense ? Plutôt que de discuter du trafic, de sa réalité ou de la part de responsabilité de leurs clients, les avocats misent sur des erreurs dans l'enquête. Et ils en voient 2.
Elle concerne les fichiers informatiques des passagers qui voyagent par avion. Les enquêteurs s'en servent beaucoup dans les affaires de trafic de drogue pour tracer les voyages des suspects. Mais il y a des cadres et des autorisations très précis pour les consulter. Or, les avocats ont constaté, d'une part, qu'un policier a consulté un fichier alors qu'il n'était pas habilité à le faire, d'autre part, qu'un de ses collègues a récupéré des infos sur des fichiers Air France à des dates de vol qu'il n'était pas autorisé à consulter. Et ces infos ont été déterminantes dans l'enquête. Les avocats soumettent ces 2 points au juge, ils plaident le vice de procédure, et ça marche. Le tribunal annule toute la procédure, parce que les règles n'ont pas été respectées. Joie dans l'assemblée des prévenus et des avocats. Ça aurait pu en rester là, mais le parquet fait appel de la décision de justice, en estimant que, malgré ces erreurs de procédure, l'enquête et les poursuites restent valables. D'où ce nouveau procès des 8 prévenus le 20 octobre 2025. L'entretien. Avant que Luciane arrive chez Maître Laura Thémin pour préparer son procès, je pose des questions à son avocate, notamment sur sa rencontre avec Lucia. Comment j'en suis arrivée à défendre Madame M, c'est sa sœur qui m'a appelée. Sa sœur, oui, ça y est, je me souviens très bien. Sa sœur qui m'a appelée en m'expliquant que généralement les proches, en tout cas dans ces dossiers, tombent souvent de très très haut parce que finalement les personnes impliquées, donc qu'on surnomme mules, ne s'imaginent pas, je pense, les risques qu'ils prennent. Et donc se retrouvent impliqués dans des procédures qui les dépassent avec des peines extrêmement importantes et du coup comme Madame M est incarcérée, pour sa sœur, pour sa mère, c'était absolument le monde s'est écroulé, quoi. Ils auraient jamais imaginé que cette femme puisse être impliquée dans un tel trafic. Donc c'est sa sœur qui m'a appelée complètement dévastée en m'expliquant que l'audience aurait lieu dans quelques semaines et je suis allée la rencontrer en détention. Et ce qui était un peu particulier, c'est qu'en détention, elle niait totalement ce qui lui était reproché, alors même que le dossier semblait quand même assez clair au niveau des éléments à charge. Donc on a passé beaucoup de temps à discuter parce que j'étais dans une situation un peu particulière. Je sentais qu'elle ne voulait absolument pas reconnaître, parce que ce qu'on peut-être sous-estime souvent, c'est que reconnaître les faits, c'est avant tout les reconnaître auprès des proches. Et là, c'était dire à sa mère, à sa sœur, oui, je l'ai vraiment fait, et oui, je suis vraiment en prison, et vous allez porter ça. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et du point de vue de la stratégie de défense, c'était donc important pour vous? C'était capital. C'était capital. C'est pour ça que c'était très... c'était ce qui m'a le plus stressé dans ce dossier, c'est que c'est tout le temps qu'on a passé, donc quand même plusieurs mois, avec moi de mon côté l'idée qu'on allait aller devant les juges pour expliquer qu'elle n'a pas fait ça, alors que le dossier, je sais très bien qu'il dit le contraire. Parce que ça peut doubler la peine. Enfin, le quantum de la peine, il est véritablement lié au positionnement des faits. C'est le premier critère. Et quand on ne reconnaît pas, il n'y a pas de positionnement par rapport aux faits. Donc c'était capital que, sur le plan stratégique, qu'elle puisse reconnaître et du coup s'expliquer. Puisque chez elle... Je demande à Maître Thémin comment et avec quelle régularité elle échange avec sa cliente. Alors généralement, avant une audience, on peut rencontrer 1 à 2 fois le client, parfois plus. Mais par contre, on a eu beaucoup d'échanges téléphoniques parce que y a au cours des mois, il y a des changements. Là, par exemple, elle a eu la chance de pouvoir être reprise par son ancien employeur, que j'avais eu au téléphone le jour de l'audience de renvoi, parce qu'elle était incarcérée, elle ne pouvait plus l'appeler. Et c'est moi qui l'ai convaincue de bien vouloir faire une attestation, etc. C'était une femme qui travaillait, avec qui elle avait travaillé, qui tenait beaucoup à elle, mais qui avait évidemment très peur de tout ce monde judiciaire. Et en fait, c'est une belle histoire parce qu'elle a accepté de faire une attestation, mais surtout, elle a accepté de la reprendre. Et donc, elle travaille là aujourd'hui avec elle, ça se passe super bien. Et donc, à chaque fois qu'il y a des avancées sur la vie, on est évidemment informé, on en parle, on voit quelles pièces on peut produire. On est aussi très heureux pour les gens de voir qu'en fait, la vie reprend. Au-delà d'être content, c'est surtout que ça permet grandement d'abaisser la peine.
parce que la peine, elle est proportionnée, comme je vous le disais, au positionnement des faits et au profil, à la personnalité de la personne. L'intérêt d'un contrôle judiciaire, c'est de voir en quelques mois l'avancée sur le plan professionnel, sur le plan familial, enfin, être certain que la personne, elle tend à se réinsérer, qu'elle y arrive ou qu'elle n'y arrive pas, bon, mais au moins qu'il y ait véritablement des choses qui soient mises en place. Donc avoir une promesse d'embauche quand on arrive le jour de l'audience, ou mieux un poste, c'est très très important. Puis voilà, je lui rappelle. Laura Thémin m'explique aussi l'enjeu de l'entretien qu'elle va avoir avec sa cliente. Parce que finalement, lors de la première instance, on est allé extrêmement vite sur le fond du dossier. Comme c'est le débat juridique qui a pris 80% du temps, mais là, il va y avoir beaucoup de questions, parce que quand plusieurs personnes sont impliquées, et que c'est le cas dans beaucoup de trafics de stupéfiants, peu reconnaissent, les quelques personnes qui reconnaissent peuvent avoir des informations sur les autres. Donc c'est un peu des mots croisés, quoi. Chacun... et il faut composer avec ce qu'elle peut dire, mais avec ce dont aussi elle ne peut pas parler, parce que risque de représailles, parce que plein de choses. Donc en fait, le temps là, il est consacré à ce que moi je lui dise tout ce qui va se passer, elle me dit tout ce qu'elle peut ou tout ce qu'elle peut pas dire, et on arrive à ce qu'on peut donner au juge, quoi. On va essayer de donner le plus possible, mais il y a des choses qu'on peut pas faire non plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un procès en appel, on reprend tout à zéro. Les débats, les décisions exprimées en première instance sont effacées. L'affaire est réexaminée par un nouveau tribunal qui peut interpréter les faits autrement. C'est l'idée, mais c'est aussi le danger. Typiquement, dans ce dossier, les prévenus ont tout à perdre. En première instance, ils sont ressortis libres. Mais si, en appel, le tribunal valide l'enquête malgré les erreurs des policiers, certains seront probablement condamnés à plusieurs années de prison. Parce que les investigations révèlent des éléments de culpabilité clairs. Pour Lucia, les policiers estiment qu'elle a transporté 10 kilos de cocaïne. C'est beaucoup. Elle aussi risque de retourner en prison. Oui, ça, elle le sait. Quelqu'un qui a été incarcéré en détention provisoire sait que rien n'est gagné. S'il y a été, il peut y retourner. Ça, c'est évident. Donc là, l'enjeu du rendez-vous, c'est de tout préparer pour convaincre le magistrat que les quantités transportées, si elle l'a fait, les quantités transportées sont telles qu'on pourrait comprendre qu'une peine de prison soit requise, qu'une peine de prison pour quelqu'un d'autre soit prononcée, mais pas elle. Parce que, et après voilà, c'est tout le cœur de la plaidoirie d'expliquer pourquoi elle ne doit pas retourner en prison. Ok, c'est elle qui arrive. Ouais, je pense que c'est elle. Lucia a 29 ans. Elle arrive en jeans, sweat et baskets avec une chemise en plastique violette à la main. Elle s'assoit, en sort une feuille de copie à carreaux, comme à l'école, et un stylo à billes. En face d'elle, Maître Thémin, avec un gros dossier au nom de sa cliente. Maître Thémin sourit à Lucia. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par les faits, c'est-à-dire se rappeler un petit peu ce qu'il y a dans le dossier et les questions qui vous vous êtes posées. Qu'on juste reparle un petit peu de l'avenir pour que le projet qu'on explique aux magistrats soit clair. D'accord. Du coup, l'enjeu là de l'audience par rapport à la première instance, c'est vraiment qui a fait quoi. Parce que le problème, c'est que lors de la première instance, vous avez vu, on a été très long sur les nullités, très court sur le fond. Oui. Et comme peu de personnes reconnaissent les faits, et à mon avis, si jamais la nullité n'est pas acceptée, elle va vouloir savoir qui précisément, et vous êtes un peu au cœur de l'info, disons. Pour l'instant, vous n'avez pas forcément dit quoi que ce soit sur les autres. Alors déjà, avant de parler des autres, je pense que ce qu'on va faire, c'est vous et ensuite les autres. Vous, la question la plus importante, c'est pourquoi vous n'avez pas reconnu plus tôt. D'accord. Parce que c'est pas rien que de nier pendant toute la garde à vue. Et pour le quantum de peine, on regarde plusieurs choses. Le fait d'avoir reconnu rapidement et donc d'avoir coopéré, c'est un critère important. Parce que vous n'avez pas reconnu, mais du coup, vous n'avez pas permis, à leurs yeux, que l'enquête, pendant le temps de la garde à vue, aille un peu plus loin. Peut-être qu'on aurait eu d'autres infos, peut-être...
Donc si on vous pose cette question, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Ben, j'avais peur aussi de ce que ma famille pouvait dire, penser, la peur de la prison aussi, d'être incarcérée, ça a beaucoup joué, je dirais. Après, aussi protéger un peu mon copain, mais sinon, c'était pas le but recherché. Eh ben, c'est ça qu'il faut leur expliquer, en détaillant peut-être encore plus la peur, parce que ce qui est très difficile lors d'une audience, c'est d'aller un peu plus loin dans les explications, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, on a l'impression qu'il faut aller vite, que le magistrat veut une réponse courte, pas du tout. Pas du tout. Si la réponse, elle doit durer 30 minutes, 1 heure, elle dure 30 minutes, 1 heure, personne ne vous coupera. Mais la peur des proches de décevoir et la peur de la prison, on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc le magistrat a besoin d'entendre pourquoi vous étiez terrorisé au point de ne pas coopérer avec les services de police. C'est pour ça qu'il faut parler beaucoup, longtemps et avec conviction, parce qu'il faut convaincre que vous aviez de bonnes raisons d'empêcher une enquête. Eux, dans leur tête, c'est ça. Elle donne pas les noms, elle empêche l'enquête. Ok. Et où elle protège son copain, mais pas la pauvre, elle avait peur. Et en fait, si, c'était ça. Donc sur ça, voilà, ça va être très important pour vous. Maintenant, elle va vous dire, c'est très bien. Madame la présidente va vous dire, vous reconnaissez, mais concrètement, vous reconnaissez quoi? Je reconnais avoir voyagé avec des stupéfiants. D'avoir aussi quelque part aidé mon copain du coup avec ah oui. En fait, il faut pas avoir peur de dire frontalement, c'est brut, et après on enlèvera ce qu'il faut pas, mais déjà là vous reconnaissez quoi? Vous avez fait quoi? Pourquoi vous risquez de repartir en prison concrètement? Je reconnais d'avoir voyagé avec de la drogue. Ouais. Combien? Je sais au niveau des quantités. Ça, je sais pas. Ok, donc vous reconnaissez quand même que vous avez transporté plusieurs valises. Pourquoi vous l'avez fait? Pour l'argent. C'était combien d'argent? J'ai été payée 10 000 euros. 10 000 euros pour un trajet? Oui. 10 000 euros, vous les avez eus, les 10 000 euros? Oui, je les ai eus. Et vous l'avez fait pour l'argent ou pour... ça peut être les deux, ça peut être... Ou par amitié, amour avec votre copain? Moi, je dirais que c'était plus une échappatoire parce que quelques jours avant, on avait reçu un avis d'expulsion. Du coup, j'ai eu surtout peur d'être mis dehors, de perdre toutes mes affaires et tout ce que j'avais déjà commencé à construire. Ok, et c'est pas non plus par amour aveugle que vous avez pris cette décision? Non, parce que je l'ai prise moi-même. Ok, et vous expliquerez ça. D'accord. Sur vous, globalement, c'est ça. Je pense que allez-y de manière très confiante parce que ça, vous saurez le dire. Maintenant, les questions peut-être qui vont être un peu plus sensibles, c'est sur les autres. Par exemple, Madame U, elle explique que le jour du départ, elle est venue à 2h du matin chez vous. Vous êtes bien partis tous les trois. Vous avez pris l'avion ensemble, vous avez passé un peu les vacances ensemble. Donc, elle savait ce qui allait se passer. Oui. Et donc si elle reconnaît pas les faits à l'audience et que le magistrat dit attention, est-ce que vous pouvez confirmer? Si c'est sa peau contre ma peau, je vais me battre. Je n'ai pas le choix. Non, je pense que vous n'avez pas trop le choix en prononçant des phrases qui sont... C'est juste en dire le moins possible, mais ne pas nier l'évidence non plus. Nous, le but, c'est qu'ils comprennent que dans ce trafic de stupéfiants, vous avez fait ce transport, mais vous n'avez en aucun cas un autre rôle que celui de transporteuse. Est-ce que vous, sur les faits, déjà, vous avez des questions? Du coup, je risque encore plus ou moins tout. Oui. Malheureusement, oui, le risque de réincarcération, il est à nouveau présent. Ok.
Parce que le problème, c'est que les quantités sont tellement importantes que avoir uniquement du sursis, ça paraît compliqué. En fait, on vous pose jamais la question de but en blanc, mais ce qu'il y a derrière chaque question, c'est pourquoi je vous enverrai pas en prison. D'accord. Donc, il faut se défendre en se disant, c'est ça l'enjeu. C'est pourquoi je mérite de rester inséré dans cette société. Pourquoi je suis un membre de la société qui vaut le coup, tout simplement. Sur votre famille, c'est vraiment important de détailler en effet l'organisation de la famille et tout ce que ça pourrait déstructurer. Pour vos parents, si vous pouvez, et on peut expliquer peut-être le jour de l'audience la maladie qu'ils ont. Sur ça, vous pourriez développer un petit peu ou... Oui, bien sûr. Mon père, il a un cancer de stade 4, donc il commence un peu à se généraliser. Donc on n'a pas encore eu l'oncologue, mais de ce que le médecin avait dit, il ne reste pas forcément longtemps à vivre. Ma mère, elle a une masse dans le cerveau. On n'a pas encore les résultats, mais elle a des problèmes de mémoire à court terme. Donc c'est très compliqué parce que par exemple, elle oublie la maladie de mon père, donc à chaque fois il faut que je le rappelle, la gravité du coup. Faut que je fasse du coup les repas de mes parents. Je pense que si ma sœur elle devait être amenée à faire ça demain, ça sera un très lourd poids. Parce que vous, ça vous prend beaucoup de temps de faire ça? Après, j'ai toujours eu l'habitude en fait de cuisiner pour mes parents, pour ma famille. Donc en soi, pour moi, c'est pas vraiment un poids, c'est un honneur. Mais ça peut être difficile mentalement de devoir rappeler à ma mère la maladie de mon père, qui elle-même aussi ne se rend pas compte que du coup sa mémoire elle est affectée. Donc du coup, lui faire subir encore un choc, je pense que ça je sais pas si elle supportera en vrai. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important à détailler. Vous verrez que l'audience ne s'y prêtera pas, parce qu'il y a du bruit, parce que ça va vite, parce que c'est pas du tout le lieu où on a envie de parler de ça, mais il faut le faire. Ce qu'il faut qu'ils visualisent, s'ils prennent un peu de recul, c'est Madame, elle est sortie à telle date. Très rapidement, elle a finalement pu reconstruire sa vie, sur le plan en tout cas professionnel. Et là, c'est tout récent. Il vient d'y avoir des événements majeurs et les plus importants peut-être pour en tout cas les 10-15 prochaines années, d'être là pour vos parents. Il n'y aura pas d'autres moments comme ça. Donc il faut que les magistrats ça le comprennent bien. Oui. Sur votre sur votre employeur actuel, n'hésitez pas à dire à quel point vous avez eu de la chance, parce que c'était quelqu'un qui a pu recroire en vous malgré les faits, et que aujourd'hui vous êtes extrêmement reconnaissant, que vous travaillez très bien, ça elle le confirmera, pour que en fait par cette illustration on visualise cette femme, si on lui donne une chance, c'est gagné. Son employeur l'a fait, nous on va le faire. Et du coup, on aura une peine symbolique, mais pas une peine proportionnée à la gravité et aux quantités, quoi. D'accord. Ok. Ah là là. Ça va, le stress est... Oui, là, plus le qu'en stress premier il instant. commence. Il y a trop d'enjeux là. Ouais. Trop d'enjeux pour ma vie. En fait, j'ai pas envie d'avoir repris en main ma vie pour qu'on me coupe tout comme ça en fait. Mais bon, faut que j'assume, hein. Faut que j'assume, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est ce qu'il faut que vous disiez. Il faut surtout pas retenir cette émotion le jour de l'audience. Il faut tenir. Il y a pas de choix, c'est hein. la dernière semaine. Mais ça ira. Hein. Ça ira. Oui, je pense que ça se passera bien, mais il faut jusqu'au dernier moment tout donner. Ouais, tout donner.
Le procès. On est le 20 octobre 2025. Le procès est prévu à 13h30. Je retrouve maître Laura Thémin à 13h devant les marches du Palais de Justice de Paris. Je vais juste, si vous voulez, juste chercher ma robe parce que je l'ai oubliée, une robe au palais. Elle m'explique qu'elle n'a pas sa robe d'avocate et qu'elle doit s'en procurer une. Particularité du Palais de Justice de Paris, il y a un service de prêt de robes pour les avocats qui en ont besoin. Je l'accompagne. On se retrouve dans un grand vestiaire avec un guichet et derrière des racks avec des centaines de robes noires. Elle s'en fait prêter une. Merci beaucoup. Puis on ressort dans la cour pour attendre Lucia. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, stressée. Bonjour. Lucia porte un chemisier crème, elle est maquillée et coiffée. Elle semble étonnamment plus détendue que la semaine dernière au cabinet de maître Thémin. On discute un peu, elle me raconte notamment que son père est guadeloupéen et sa mère réunionnaise. On se dirige vers la salle d'audience. Il faut savoir que le Palais de Justice de Paris est un dédale de couloirs et qu'il faut bien le connaître pour s'y retrouver. En chemin, maître Thémin donne encore quelques consignes de défense à Lucia. On se retrouve devant la salle. On entre, les avocats et les prévenus s'assoient. La cour arrive, la présidente et 2 assesseurs. Une autre affaire est examinée en premier. La cour interroge un détenu par visioconférence. Les débats durent environ une demi-heure. Puis, l'audience est suspendue. Tout le monde sort. Lucia se tient éloignée de son petit ami. C'est une stratégie pour se donner plus de chances de s'en tirer auprès des juges. Elle en a parlé avec son avocate. L'idée, c'est de montrer qu'elle a tiré un trait sur son passé. Le trafic, mais aussi les complices du trafic. Maître Thémin s'assoit sur un banc à côté de Lucia et discute avec elle. Les autres prévenus parlent entre eux ou avec leurs avocats. Retour dans la salle. Il est 14h20 et le tribunal appelle les prévenus. Lucia s'avance avec les autres. Ils sont debout, alignés face au juge. La présidente décline leur identité. Elle rappelle les faits, la décision du tribunal d'Évry d'annuler la procédure et la décision du parquet de faire appel de cette annulation, d'où ce nouveau procès. Puis le procureur se lève et prend la parole. Il revient sur la consultation des fichiers Air France et il dit « C'est un dossier dont on va tirer le fil des infos obtenues. » Ce qu'il entend, c'est que toute l'enquête repose sur des fichiers consultés à tort. Et il rajoute « La nullité ne me gêne absolument pas. Je ne suis pas en capacité de défendre juridiquement cet appel. » En clair, il ne suit pas le raisonnement de son collègue d'Évry, qui refusait d'annuler l'enquête et la procédure. Conséquence, il met fin aux poursuites. Plus de procès. La présidente reprend la parole. La Cour constate le désistement d'appel. Elle salue le travail des enquêteurs et commente la décision du procureur par ces mots. « Il est normal que la Cour fasse le droit. C'est normal dans un état de droit et de démocratie. » Puis, elle s'adresse aux prévenus. Vous avez beaucoup de chance les uns et les autres d'être définitivement relaxés. Et c'est peut-être à ce moment-là que les prévenus comprennent vraiment ce qu'il vient de se passer. Non seulement ils repartent tous libres, mais sans risque d'être jamais poursuivis dans ce dossier de trafic de cocaïne. Comme si les faits n'avaient jamais existé. Et même l'argent saisi sur leur compte par la justice, qui soupçonne des revenus liés au trafic, leur a été définitivement rendu. Une des prévenues a récupéré 65 000 €. La présidente conclut l'audience par ces mots. On vous recommande de faire autre chose de votre vie. Épilogue. Nous voilà tous à l'extérieur de la salle d'audience. Une des filles qui faisait partie des prévenus danse discrètement dans la salle des pas perdus, comme pour dire « on a gagné ». Je m'approche de Lucia et je lui demande ce qu'elle va faire maintenant. Fêter ça, oui. J'ai bien fêté, là, c'est bon. Là, je suis enfin libre à 100%. C'est pas je suis libre, mais demain, je peux être enfermée mais je peux être sous bracelet. Là, je suis totalement libre. Je vais pouvoir continuer ma vie et vraiment ne plus me retourner. Donc, c'est parfait. Donc, ça se fête, je pense. Ensuite, je lui demande ce qu'elle a pensé des conseils de la juge aux prévenus. Elle a eu raison, quelque part. C'est un peu, son rôle, c'est peut-être aussi de se dire bon, je leur ai donné une leçon, essayer de ne pas faire la même chose demain. C'est ce qui est normal. Après,
Je pense qu'elle a voulu aussi piquer les têtes un peu plus hautes en disant comme quoi on sait ce que vous avez fait, on sait qui vous êtes, et si on doit se revoir, là, ça ne sera pas la même chose. Là, c'était une erreur. Lucia tient aussi à remercier son avocate à mon micro. Qui m'a soutenue pendant toute cette épreuve. Merci beaucoup. Maître Laura Thémin sourit. Alors je lui pose la question, avait-elle anticipé la décision du parquet ? Non. Je ne m'attendais pas à ce que le ministère public se désiste de son appel parce que c'est extrêmement rare, vraiment. C'est très 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 rare. Mais il n'empêche qu'on est tombé sur un procureur qui a une honnêteté intellectuelle très importante, un courage très important. Et ça fait beaucoup de bien parce que, en fait, cette procédure, elle illustre tant les violences institutionnelles très importantes qu'il peut y avoir pour les personnes qui transportent de la cocaïne comme ça sans avoir véritablement le profil de délinquant. Donc il y a eu un placement en détention provisoire, il y a eu beaucoup de choses au début extrêmement dures, parfois disproportionnées. Mais finir par un vice de nullité, c'est aussi se rappeler qu'en fait la France, c'est ça, c'est quand même des garanties procédurales importantes. Et quand on connaît le fond de cette nullité, ça fait du bien de se dire en effet, les policiers ne peuvent pas faire n'importe quoi. Les réquisitions Air France, elles sont encadrées par des conditions de forme. Là, elles n'ont pas été respectées. En soi, c'est quelques mots sur un PV, mais c'est quelques mots sur un PV qui ont pu annuler toute une procédure. Et ça, c'est le mérite de la justice française. Donc voilà, cette procédure, elle montre vraiment les différents visages de notre justice. C'était Tout est à faire, un podcast de Tessa Groman, une production Outre-mer la première, des épisodes à retrouver sur le portail des Outre-mer et les plateformes d'écoute.